Les spiritueux, pour moi, c'est comme regarder des statues, regarder des tableaux, même si on les a déjà vus. Se dire qu'ils nous rendent comme minuscules et transparents. Comment quelqu'un qui a mis de la couleur sur une toile peut faire un truc qui fasse que tout disparaît, etc. C'est assez bouleversant. C'est une aventure, on rencontre une autre culture. Aussi être capable justement d'être un designer, de pas dire je fais du jean comme j'en fais partout dans le monde. Si je travaille comme consultant au Japon ou à Cuba, bien sûr que j'ai pas du tout les mêmes codes. J'ai pas envie de raconter les mêmes histoires et j'ai pas envie d'emmener les gens dans les mêmes aventures, quoi. Et moi, c'est vraiment mon travail. On m'amène des mares d'eau de vie, donc une matière que certains aiment à considérer comme un déchet du vin. Et dedans, je vois tout ce que je vais pouvoir raconter. Je passe mon temps en distillation à enlever tout ce qui n'est pas elle, pour à la fin avoir l'essentiel. Donc c'est bouleversant d'un point de vue de création. Carrément, mais tu es l'artiste peintre du spiritueux, j'ai l'impression. Je m'amuse, quoi. C'est ce que j'aime faire, quoi. Bon déjà, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomato Talks. Et aujourd'hui, je suis avec Nicolas Julès, qui est donc épicier dans le monde du spiritueux, du liquide, et que j'ai rencontré au CIRA et que je suis méga super contente de retrouver aujourd'hui chez toi, en plus de ça, dans ta boutique. Donc déjà, raconte-nous un petit peu, justement, comment on en vient à être passionné par le monde du spiritueux et du liquide, finalement. Alors déjà, je suis super content de vous accueillir et ça me fait très plaisir. Et ça me fait plaisir de parler aussi de ce monde liquide qui n'est pas toujours, en tout cas spiritueux, qui n'est pas toujours bien représenté. Moi, rapidement, mon parcours, c'est que quand j'étais petit, déjà, j'avais une fascination pour les odeurs. J'avais vraiment envie de travailler dans le monde du parfum à la base. Et pour moi, c'était un truc limite magique, les odeurs. Je voyais qu'elles avaient une emprise et les goûts avaient une emprise sur moi qui était très très fort. Et c'est peut-être un hasard, mais j'entends pas la musique. Je vis dans un monde où la musique n'a pas d'intelligence, quoi, ça me touche pas. Par contre, je peux pas vivre sans être surpris par des odeurs, du goût, des textures, etc. Et le hasard, j'ai commencé par être marchand de chevaux et après par hasard avec mes parents. En 96, on a repris des petites épiceries qui étaient des épiceries qui suivaient les communautarismes captables. Donc ça avait commencé dans les années 1920 avec les Italiens, ensuite les Portugais, les Grecs, tous les gens qui passaient dans le quartier, sauf par exemple les musulmans, les juifs séfarades, alors qu'on avait les juifs ashkénazes. Donc c'était ici, dans cette boutique, et on faisait les packs pour les Polonais, pour les orthodoxes, il y avait des Russes, il y avait des Juifs, il y avait des Yougoslaves, des Roumains, c'était assez drôle. Donc ça, j'ai adoré ce côté cosmopolite, et qui était pour moi le quartier, le 10e arrondissement où on est basé, avec l'énergie portuaire de deux gares internationales, mais pour moi c'était Paris. Pour moi, j'ai compris à ce moment-là que Paris, c'était la plus belle ville du monde, parce que c'était pas la France, mais qu'en termes de goût, c'était là où ça se passait. Donc j'ai eu une connexion à cette ville pour laquelle j'avais beaucoup de réticence à la base. Okay. Et je l'ai adorée à ce moment-là. Je l'ai encore plus aimée plus tard quand j'ai commencé à voyager. Et donc nous-mêmes, on a suivi les migrations, sauf que les dernières migrations qui arrivaient, c'était soit des immigrations musulmanes qu'on ne pouvait pas attraper puisqu'il y avait du porc partout dans les boutiques, mais il y avait une nouvelle migration qui arrivait et c'était les bobos. Et les bobos, alors tout le monde adore se moquer, les dénigrer. Moi, je les vois à peu près comme des gens plutôt ouverts d'esprit, plutôt intéressés, intrigués et qui sont intéressés par ce qui est beau et ce qui est bon. Moi, ça me va comme communauté. C'est ça ou des réacs. Moi, les bobos me vont très bien. J'en suis certainement un, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est une communauté que j'aime. Et donc, on les a accompagnés. Et dans la rue, c'était une ruine, hein, cette rue. Il y avait notamment une boutique qui était une fromagerie, mais vraiment une ancienne très belle fromagerie parisienne, mais qui était en ruine. Et donc, dedans, ça a été mon terrain de jeu où j'ai découvert le monde du fromage. Dans ma famille, on était fromager. Ma grand-mère fabriquait du fromage de chèvre, donc je connaissais, mais le monde plus global du fromage. Et puis le vin. Et d'un seul coup, j'ai rencontré les spiritueux. Et les spiritueux, c'était un truc dingue parce que c'était comme le parfum. Il y avait une sorte d'intensité dans le propos, de précision. On est dans un monde d'inconstance, sinon nous le goût. Par exemple, un chef, il amène une assiette, c'est maintenant. Elle est bonne maintenant. Les textures vont changer, l'équilibre va changer, etc. Avec la température et l'oxydation. Le vin évolue très très vite. Les spiritueux, c'est tangible. On peut se poser sur son objet, revenir plus tard, 3 ans après, reprendre la même bouteille. On peut goûter à deux personnes très éloignées et avoir la même expérience.
tout ça, c'était pas possible dans le vin. Donc je voyais bien que je pouvais apprendre beaucoup plus. Et pour moi, ça a été une révélation, quoi. Ok, c'est dingue. C'est vrai qu'il y a un rapport avec le spiritueux qui est totalement différent du vin. Et justement, pour toi, quelle place a le spiritueux par rapport au vin dans le monde de l'hospitalité, de la restauration, etc. Alors, on est très envieux, quoi. Moi, en tout cas, je suis très envieux du monde du vin, qui fascine les gens, qui les bouleverse. On voit que des gens sont prêts à traverser la planète pour goûter une bouteille de vin. On voit que le vin français, même les vins, voyagent dans le monde entier parce que les gens veulent les goûter. Et ils ont quelque chose qui est fantastique, c'est qu'il y a une énorme éducation. N'importe qui peut, dans le cadre de son travail, d'une petite formation du week-end, jusqu'à aller chercher l'expérience avec des choses comme Master of Wine, il y a une formation, un niveau de formation pour chaque personne et chaque volonté finalement de se développer. Dans les spiritueux, c'est juste inexistant. Et après, il y a un autre paradigme génial dans le vin, c'est qu'il y a des critiques. C'est-à-dire que quand je goûte un vin, je peux avoir l'avis de personnes. On aime critiquer les critiques en France, mais c'est un métier. Et il y a des gens qui ont une connaissance du milieu, un référentiel pour juger de ce vin. Je peux détester un critique, mais mine de rien, je me positionne par rapport à lui. Ils ont eu le fameux Robert Parker et tous les bébés Parker qui sont sortis, et il y en avait eu avant quand même. Donc nous, on n'a pas ça. Ce qui fait que la découverte des spiritueux est laissée un peu aux égarements de chacun. Et à la fin, ce qui finit par dominer, c'est quand même une conceptualisation très marketing, packaging. C'est clair. Et donc, on est sur un truc un peu superficiel, bling-bling, qui manque d'authenticité. On doit combler ce retard, quoi. C'est clair. Justement, donc du coup, toi, tu participes à la création Juliès, donc de l'épicerie Juliès à Paris en 96 avec ta famille, avec l'idée d'une approche multispécialiste et pas généraliste. Ouais, Ça veut c'est dire ça. quoi ça? Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, l'épicier, c'était plutôt le gars qui vendait bière à 22h. Et d'ailleurs, j'ai commencé, honnêtement, la boutique était en ruine. J'ai resté plus tard que tout le monde pour vendre des trucs cool. Et mon chiffre d'affaires, je le faisais entre 19 et 21h quand tout le monde fermait à 19h30 dans la rue à l'époque. Donc, du coup, c'était ça. Mais par contre, quand je parlais de fromage, je connaissais par cœur les produits. En plus, je connaissais le processus. J'ai été finaliste meilleur ouvrier de France. Mais bon, ça, on s'en fout d'ailleurs. Mais j'ai fait cette partie-là. Dans le vin, je me cultivais, je voulais apprendre. Et dans les spiritueux, pareil. Je voulais jamais être là, on a mis le produit parce que ça se vend ou parce qu'il y a une opportunité. Bien sûr. Je voulais vraiment qu'il y ait une honnêteté par rapport à la démarche de sélection et de connaissance du produit pour conseiller les gens. Carrément, une honnêteté pour le consommateur, Ouais, justement. pour moi aussi d'ailleurs. Mais pour toi aussi. Carrément. Et donc, justement, ensuite, tu continues l'aventure donc des spiritueux. Aujourd'hui, tu es aussi consultant, tu as une activité de consultant pour que ce soit Liquid Sunshine, c'est ça? Voilà. En fait, j'ai commencé... LVMH. Mais en fait, ça veut dire quoi, justement, consultant, finalement, pour le monde du spiritueux? C'est quoi? C'est à quoi ressemble une journée pour toi en tant que consultant? Alors, ça s'est fait bien sûr avec le temps. L'épicerie, ça a été Ouais. mon terrain de jeu. Et j'ai voulu vendre du whisky à l'époque dans une fromagerie cave à vin. Il faut penser qu'à l'époque, fin des années 90, un caviste, le monde du whisky était très restreint. Pour le gin, on avait quoi? Accès à 4-5 marques de gin, pas plus. Maintenant, ils s'en créent dans le monde tous les jours, je pense. Et donc, j'ai commencé à voir que la communauté, il n'y avait pas de communauté pour moi dans le monde du whisky. À l'époque, il y avait la maison du whisky qui avait fait un truc génial, mais qui captait la communauté. Et je me suis dit, je vais créer la mienne. Et donc, j'ai créé des expériences entre le fromage, qui était un produit convivial, accessible et magique, un peu mal compris, et les spiritueux, qui étaient tout aussi magiques et tout aussi mal compris. Et donc, ce n'était pas vendre une bouteille de whisky aux gens, c'était vendre comment un whisky tourbé, donc les gens découvraient le whisky tourbé, irait de manière fantastique avec un roquefort. Et donc, ça a créé... je voyais que ça marchait. Et il y a Diageo, à travers sa filiale française, à l'époque associée avec LVMH, qui m'ont au début embauché comme animateur, quoi, pour animer des petits événements. Okay. Et puis petit à petit, ils ont voulu faire de cette idée un concept. Donc là, je suis devenu consultant accompagnateur. Et l'aventure a duré 22 ans, où à la fin, je faisais beaucoup de stratégie marketing. J'écrivais les modules de formation pour Diageo. Ok. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que là, ça me permettait de voir le monde, l'industrie, comme on dit, en tant que secteur,
comment elles fonctionnent, les tendances, comment on peut créer des nouveaux passionnés, des nouveaux consommateurs. Et ce côté un peu, je devais être curé dans une autre vie, mais prêcheur un peu, ça m'a toujours un peu animé quand même. Ok, excellent. Et justement, mais toi, tu me parles de whisky japonais, de fromage, etc. Moi, j'ai découvert un peu tous ces goûts en Asie aussi, où j'ai pu vivre au Vietnam pendant plusieurs années. Et j'ai l'impression que justement, en France, on n'est pas encore tout à fait là par rapport à ces goûts-là, à ces spiritueux-là, au fait de les déguster comme des véritables produits plutôt que juste le gin tonic au coin du bar quand on va Ouais. dans un club. Est-ce que pour toi, justement, tu ressens un peu la même chose vis-à-vis de ça? Alors les Français, à la fois, on a quand même une culture du goût, moi que je trouve C'est ça? très très fine en tant que nation. Par contre, on a quand même déjà le truc du vin qui a tellement posé euh, un bloc sur le monde liquide à table et qui a vraiment hijacké la gastronomie. Donc c'est dur pour les autres d'exister. Il faut savoir quand même, hein, il y a un lobbying très fort du monde du vin et on dit dans le monde du vin, taper sur les spiritueux, c'est majoritairement des Anglais, tout le monde adore détester les Anglais, allez-y quoi. Donc ça c'est quand même un truc. Donc le spiritueux a toujours une place un peu précaire où c'est soit l'ivresse un peu rapide à la base, ou alors les ogres qui en fin de repas montrent qu'ils tiennent encore la table. Effectivement, en Asie, il a une place au centre du repas, mais quand même avec une consommation qui est assez brutale. Moi, je milite vraiment pour une consommation extrêmement douce. Moi, c'est ma passion, les spiritueux. C'est pas lié à l'ivresse. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est le spiritueux. Dans ces verres-là, ça, c'est un de mes verres fétiches. Et ces verres-là, c'est des petites quantités. On prend, on sent. Et l'idée, c'est toujours, je bois. Donc, il y a une micro-goutte qui tombe en bas de mon palais et je peux parler en même temps. Et donc, on aime dire, on ne boit pas comme de l'eau, on ne déguste pas comme du vin, on se parfume le palais avec les spiritueux. Et là, il y a une expérience qui est très intense, on n'a pas l'anesthésie de l'alcool, et on vit un vrai moment très cool, vraiment le côté un peu pleine conscience de tous ces... Parce que c'est en termes d'aromatique, grâce à l'alcool, c'est énorme, hein. C'est Donc, clair. on a ce moment dingue, et pour moi, c'est vraiment une des modalités qui fait que, en apéritif, accompagné d'un amuse-bouche ou peut-être en fin de repas, là, il y a une place pour le spiritueux. Et c'est une question qui peut se poser par rapport au monde de l'hospitalité. Est-ce qu'il passe pas à côté d'un truc, quoi? Mais alors moi, je pense que tu m'as carrément, là où je t'ai rencontré au Salon du Syrah justement, où je me suis mis non pas seulement à boire ton alcool, mais à boire tes paroles plutôt. Et je pense que tu nous as carrément à tous, là où on était au coin du comptoir, appris à boire de l'alcool pour la première fois de notre vie, ou du moins à le déguster justement. Et là, tu parles de centilitres. Qu'est-ce qui fait la différence? Tu me disais que le digestif, il fallait pas le servir avec autant de centilitres, il fallait plutôt le diminuer pour justement réapprendre à goûter cet alcool. Ouais, c'est important. Moi, j'adore ça, les spiritueux, mais 4 centilitres d'Armagnac en fin de repas, je suis pas capable. Et déjà, c'est cher, 4 centilitres. Si on veut des jolis produits, c'est beaucoup d'alcool, donc du coup, on fait gaffe quand même à l'alcool maintenant. Et alors que 1 centilitre, c'est très moderne. C'est très très peu en consommation d'alcool. C'est comme un tiers, un petit quart de verre de vin, c'est rien du tout. Et c'est une expérience qui va durer un quart d'heure, 20 minutes, avec cette idée très haut de gamme de comprendre, d'être surpris, et donc, ça devient une véritable expérience. Quand on voit la passion qu'ont les gens quand ils écoutent un sommelier leur raconter un vin, si le sommelier fait la même chose sur un spiritueux, avec quelque chose qui est accessible, euh, une impression de luxe et de qualité qui est géniale, et qui est extrêmement... On peut partager 2 fois 1 centilitre à 2 sans aucun problème, on peut partir sur des accords complètement inédits. Donc là, on va surprendre encore plus les gens. Et les spiritueux rentrent dans, à mon avis, la magie de la restauration ou du monde du bar, etc. C'est qu'on n'est plus dans la gastronomie, on passe dans l'entertainment, le côté où on va faire passer aux gens des moments cool, on va leur faire vivre des expériences très Carrément. cool. Carrément. Et est-ce que tu as un spiritueux, toi, enfin, tu as un domaine de prédilection par rapport à... T'as un spiritueux que tu préfères? Ou un Alors je suis alcool que arrivé tu dans... préfères? C'est dur pour moi de choisir parce que beaucoup de spiritueux m'ont bouleversé. Ouais, Alors, à la distillerie de Paris, j'ai quand même le gin est mon terrain de jeu pas favori parce que le gin, on aime dire que c'est un truc simple à faire, c'est très compliqué puisque c'est une feuille blanche et il faut raconter des histoires avec ça. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire, parler au monde à travers la distillation. Donc, le gin, j'adore parce que mon gin favori, c'est dans ma collection, il s'appelle Tonic
Et il raconte le truc complètement dingue entre le genièvre et la quinine, qui donne le côté tonique, d'accord? Ces deux éléments qui normalement n'ont rien à foutre ensemble. Il y en a un qui vient d'Amérique latine, la culture du gin, elle est nord-européenne. Et comme la quinine est un médicament, on oblige les mecs à prendre le médicament dans le gin, et d'un seul coup, ils veulent plus boire le gin sans le médicament. Moi, je suis fasciné par les formes esthétiques universelles, et j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça à Cuba avec des gens qui n'avaient aucune culture du gin, et ça prend. En Asie, ça prend. Il y a vraiment cette universalité du goût, elle est magique, elle me bouleverse. Et donc, j'ai voulu la raconter à travers un gin qui s'appelle Tonic. Et ça, c'est mon daily drink, quoi. C'est le truc que je bois avec de l'eau pétillante. Et pour moi, du coup, c'est l'eau pétillante avec le gin qui est déjà tonique. Ça fait un gin tonic sans sucre. Facile à boire, je peux boire des petites quantités. C'est très agréable. Peu d'alcool, peu de quantité. C'est vraiment cool. Donc ça, c'est mon drink. Mais après, sinon, j'ai eu la chance de distiller en Bourgogne la plus belle matière organique de la planète, c'est-à-dire les plus grands crus de Bourgogne et quelques trucs hallucinants en Champagne. Donc c'est un programme que j'ai fait avec Jean-Marc Rouleau, qui est un vigneron magique, et Louis-Michel Gébelaire aussi, qui est un autre grand vigneron. Et donc on fait des eaux de vie où quand les gens les goûtent, ils retrouvent l'essence du terroir. C'est-à-dire qu'à l'aveugle, ils peuvent retrouver le terroir et ils comprennent les lignes essentielles dépouillées de l'acidité, l'amertume, les tanins, la couleur, pour aller vraiment voilà, la ligne zen du sol, du millésime, du village, etc. Et ça, c'est assez dingue parce que c'est émotionnellement très, très puissant. C'est-à-dire que pour moi, c'est comparable à l'aventure du David de Michel-Ange. C'est-à-dire qu'il dit qu'il a vu un bloc de pierre et que le David était dedans, il a juste dû enlever ce qui n'était pas le David dans la pierre. Et moi, c'est vraiment mon travail. On m'amène des mares d'eau de vie, donc une matière un peu austère que certains aiment à considérer comme un déchet du vin. Ouais. Moi, je vois que c'est la matrice du vin. Et dedans, je vois tout ce que je vais pouvoir raconter. Mais je passe mon temps en distillation à enlever tout ce qui n'est pas elle pour à la fin avoir l'essentiel. Donc, c'est bouleversant d'un point de vue création, quoi. Carrément, mais tu es l'artiste peintre du spiritueux, j'ai l'impression. Je m'amuse, quoi. C'est ce que j'aime faire, quoi, en tout cas. Bah, c'est top, c'est génial par rapport à ça. C'est une expérience de dingue. Enfin, tu as l'air quand même très axé justement sur le storytelling, un peu, l'expérience, l'émotion que tu vas pouvoir dégager, tout ça. Et alors j'aimerais ça, mais non, malheureusement, je suis guidé par les rencontres, les impulsions, etc. Ouais. Ce qui me manquerait un peu, c'est justement de transformer ça en rationalité, en storytelling. On n'a jamais de photos, mais on a vécu des moments incroyables. Et dans ce cas-là, on a toujours l'impression que la photo n'a pas de place, que tout ce qui va être brouillé, ça n'a pas de place. Et je pense qu'on est des gens comme ça qui sont des joueurs. On joue et on fait des mouvements et ça fait des vagues. Et après, derrière, il y a des gens qui sont des surfeurs et eux, ils chopent la vague, ils surfent, ils sont beaux, ils sont incroyables. Et sur la plage, ceux qui chopent les applaudissements et la gloire. Mais les joueurs restent à jouer dans l'eau et ils s'éclatent bien quand même, quoi. Bah, c'est clair. Tout le monde a sa place d'ailleurs pour être sur le feu des projecteurs, je pense. Ouais, c'est notre intelligence, je pense. Mais c'est peut-être pour ça que justement, les choses ne sont pas encore assez inculquées aussi. C'est parce qu'il y a cette notion où finalement, vous vivez vos propres expériences, mais pour aller les vendre après, les partager au reste, éduquer le reste, il faut savoir les vendre, il faut savoir être le surfeur qui va aller... Bien ça. C'est ça, je pense. Mais par rapport à tout ce que tu dis, justement, tu dis être dans l'éducation à la fois et dans... tu m'as sorti un autre mot là tout à l'heure, dans l'éducation et dans le... C'est la pédagogie, presque prêcher comme ça, pour embarquer les gens. Exactement. La pédagogie, c'est capital. On a besoin de ça. Comme je disais, le vin ou la cuisine, quand on voit avec les émissions qu'il y a eu... Alors le vin, il y a la loi E20 en France, il faut savoir qu'il y a une loi qui nous interdit de parler d'alcool, en réalité, c'est un cadre. On pourrait en parler à travers ce cadre, mais les médias français ont décidé de dire non, on n'y va pas. Parce que tant qu'on est technique, on peut le faire. Et moi, j'ai pas envie de parler de spiritueux en poussant des jeunes à se mettre des pistaches le week-end. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils voient comme c'est beau, comme c'est intriguant. Et en bref, quand on le consomme comme ça, on n'a pas envie de... On recherche pas l'ivresse. C'est pas le propos. Et donc... moi, je trouve qu'on doit aller raconter ça malgré ce cadre de la loi E20. Et dans ces cas-là, on n'est plus dans le storytelling, on n'est plus dans le super marketing de ces marques globales qui sont fantastiques. Hein. Mais par exemple, je prends un exemple tout bête, Johnny Walker, que tout le monde adore détester en France.
en disant c'est une sorte de soupe industrielle. Ce sont des produits incroyables, faits et imaginés par des designers liquides qui sont indéniablement de très très grands designers. Comme les gars qui ont designé la traction ou la 2 chevaux. On aime, on n'aime pas l'automobile, on n'aime pas cette voiture, mais ils ont changé le game un peu. Et dans le monde liquide, il n'y a pas encore cette conscience-là. Ça viendra, mais pas encore. C'est que j'aime bien parce que tu utilises le mot designer. Moi, je me sens vraiment. Ça peut paraître pompeux ou présomptueux, mais je me sens designer. Moi, quand je distille, j'ai une conscience de la matière et je fais des choix en me projetant dans comment elle va rendre, comment elle va interpeller les gens, comment elle va vivre dans la bouche avec un pH différent et de la chaleur. Et on doit designer. Ce qui nous tue aussi, c'est qu'on est dans des mondes de fabricants. Il faut savoir que la majorité des marques de jeans qu'on connaît, c'est un entrepreneur qui a demandé à quelqu'un « fais-moi un jean, j'aime bien ça, fais-moi un jean à ça ». Il n'a même aucune idée de ce que cet ingrédient donne en distillation. Et est-ce que tu penses que justement, s'il y a moins de place ou moins de connaissances sur le spiritueux que le vin, c'est pas à cause de justement ces gros groupes, quelque part, qui débarquent quand tu ouvres un restaurant, quand tu ouvres un business, tu as quand même beaucoup de deals avec des gros fournisseurs, avec des grosses marques, etc., qui vont te dire, bah tiens, ça va être un échange de deals, quoi. Passe-moi de la PLV, passe-moi tout ça, mais en même temps, en échange, tu me fous ça sur les étagères parce qu'il y a la rentabilité, il y a le profit, etc. Donc, est-ce que tout ça, pour toi, ça ne casse pas, justement, un peu le cheminement pour aller comprendre tout ce qui se passe autour de ça, quoi? Alors moi, je trouve qu'ils sont dans leur rôle et ils essaient de vendre, c'est légitime. Et il faut être honnête, la bière faisait ça, le vin faisait ça, le café faisait ça. Le café, on buvait dans les cafés des cafés très chers et sincèrement pas bons parce qu'ils finançaient le rideau du restaurant, les tasses, les chaises et tout. Quelques restaurateurs commencent à se dire non, moi dans le vin, je veux être libre de mes choix et raconter une histoire à travers le vin. Le café, à la fin, ça sera un café qui raconte ma vision du café. C'est le restaurateur qui choisit quand même à la fin. Et donc, dans les spiritueux, comme ils ne connaissent pas, ils sous-traitent aussi la connaissance finalement. Et ils s'en remettent à des marques, à une puissance, mais ce n'est pas l'industrie qui est responsable de ça. C'est le restaurateur qui, déjà accablé par tant de décisions à prendre, a du mal à trouver cette expertise chez ses collaborateurs, etc. S'il y avait des formations, et il commence à y en avoir un petit peu heureusement, ben, on a le partenaire ou le staff qui va pouvoir être capable d'élaborer une carte spiritueuse à la hauteur de la carte vin, par exemple. Carrément, et puis aussi à la hauteur de l'expérience, c'est-à-dire au niveau de l'expérience. C'est hyper intéressant ce que tu as dit quand tu as dit ils sous-traitent la connaissance. Oui, c'est un peu ça quand même. C'est clair, totalement. Je pense que c'est peut-être là, est-ce que justement, là où peut-être la faille finalement aussi, de sous-traiter cette connaissance, parce qu'effectivement, on est accablé, ils se sentent accablés par plein de décisions, de choses à faire, plutôt que de revenir à l'essentiel, la création de l'expérience, du goût, des sensations, etc., et d'aller chercher leur propre produit. Mais qu'est-ce que tu conseillerais, qu'est-ce que tu donnerais en conseil à ces restaurateurs pour choisir justement leur spiritueux s'ils n'y connaissent rien? Déjà, j'ai trouvé ça assez incroyable, l'expérience du Syrah. Le Syrah, je reviens sur le Syrah, mais c'était un truc dingue pour moi parce qu'on touchait des gens qui étaient majoritairement en quête d'informations matérielles, logistiques, fournisseurs, etc. pour l'ouverture d'un restaurant. Et on a vu d'ailleurs une évolution, beaucoup de binômes, des couples ou des amis, chef-salle. Donc il y a une conscience globale de l'établissement, j'ai adoré. Et ils venaient et c'était super intéressés qu'on leur dise voilà les histoires que vous pouvez raconter avec votre carte spiritueux. Voilà par exemple ce que c'est que le mouvement des spiritueux sans alcool, on dit le no-lo, no alcool, low alcool pour des boissons adultes. La mouvance de la tequila, la mouvance de ce mouvement très fort qui vient de l'Est. Donc ça, c'est notre travail avec Liquid Sunshine d'analyser ces tendances. Et les gens étaient prêts à écouter. Donc déjà, s'ils ont une conscience qu'il existe un truc cool, là, après, ils vont aller chercher l'information. Mais tant qu'il n'y a pas conscience qu'il y a un potentiel quelque part, on ne transforme pas. Le café, ça n'a pas existé tant que Nespresso n'a pas montré à tout le monde qu'on pouvait dépenser plus d'argent dans le café. Et ils ont ouvert la voie à des cafés de spécialité avec des gens comme à l'époque l'Arbre à Café, Coutume, etc. qui nous faisaient découvrir des cafés de dingue.
pas plus cher que Nespresso. On avait l'excellence de la des grands baristas. D'un seul coup, ça change le truc. Et on voit qu'il y a un jeu cool à aller prendre. Il n'y a plus beaucoup d'établissements maintenant où on boit des cafés mauvais. Nous, les spiritueux, j'ai eu beaucoup d'intérêt sur cette expérience aussi avec Liquid Sunshine, où j'ai vu on commençait à montrer aux gens qu'il y avait un truc à faire. Et déjà, c'est le début de l'histoire. C'est vrai. Je pense. Carrément. Et d'ailleurs, on espère du coup que ces podcasts soient bien vus pour comprendre à quel point il y a un truc cool à faire avec le spiritueux. Et justement, et ce truc cool en plus, il peut avoir un impact, selon toi, sur justement toute la rentabilité d'un concept. Oui, bien sûr, parce que on voit bien, dans un restaurant, le client vient à la base pour manger, mais on s'aperçoit que la qualité de l'expérience va jouer un rôle important. Et au final, il y a plein de choses que le client ne pense pas avoir besoin quand il vient le chercher. Mais si par exemple on lui propose un bon café, il se dit au lieu de le boire à la maison, il sera meilleur qu'à la maison, donc je vais prendre un café ici. Si jamais je lui propose en entrée d'expérience, au lieu de dire on verra plus tard pour le vin ou le fameux vous voulez un apéritif, ce qui veut à peu près rien dire, si on dit tiens, on a un truc à vous proposer, une expression, revisiter à notre sauce le gin tonic, ou alors on a un cocktail faible en alcool, etc. pour commencer. Là, déjà, on commence à raconter une histoire très tôt. Et on met le consommateur dans une ambiance en disant « Ok, tu vas pas juste manger, tu vas vivre des trucs de dingue. » Si jamais dans ma carte, au moment d'un petit amuse-bouche, ou au moment du fromage, ou avec le dessert, ou même... il y a un personnage qui fait ça de manière incroyable, c'est Xavier Tuisa-Aucrillon, qui est pas mettre un très vieux mar de Bourgogne avec un très grand café Gaïcha à peine. Et waouh, d'un seul coup, on se dit j'ai jamais bu de mar de Bourgogne, j'ai jamais bu de café. Ça devient un truc. D'un seul coup, là, jamais j'oublierai ce café-là, alors que s'il m'avait juste servi un café ou dire ah, tu fais un petit Dijon, une chartreuse ou machin, on le fait partout. Et par exemple, mettre un whisky tourbé, comme je disais, avec du Roquefort, c'est waouh, je savais pas qu'il y avait ce type de whisky, comment c'est fait. Et d'un seul coup, le consommateur, il repart avec des étoiles dans les yeux. Et le restaurant est associé à du plaisir, de la découverte, même si l'option a coûté, c'est pas très cher, 1 centilitre de spiritueux, 3, 4, 5, 6 euros en plus. Objectivement, pour le restaurateur, c'est quand même un pourcentage non négligeable d'addition sur le ticket moyen. Et en même temps, le consommateur, il ne regrettera jamais ces petits euros dépensés parce que derrière, c'était festival, quoi. Exactement. Ouais. Et tu me parlais aussi tout à l'heure de whisky japonais en l'occurrence, qui a pris quand même une place énorme. Pour toi, pourquoi justement le Japon et le whisky sont arrivés à ce point-là là, sur le marché? Alors nous, Je laisse Paris, c'est drôle, on a été vraiment identifiés comme un des endroits où était né le mouvement du whisky japonais, parce que moi, quand je l'ai découvert, avec les deux grands groupes historiques, Nikka, Suntory à l'époque, on goûtait un whisky. Moi, j'étais fan de whisky et d'un seul coup, pour moi, il y avait une façon d'écrire le whisky qui était très différente. Alors que nous, les Français et les Européens, on était basés sur une lecture baroque, sur l'arôme. Eux, ils ont une lecture beaucoup plus structurelle. La structure est plus importante que l'aromatique. Et je trouvais que leur whisky avait une sorte de paix aromatique et de justesse structurelle qui faisait leur signature. J'adore les Écossais, mais c'était autre chose. Malheureusement, il y a eu un truc un peu derrière, dès qu'il y avait une bouteille avec un kanji dessus et marqué whisky japonais, ça se mettait à prendre des prix ridicules et de manière très dogmatique, sans finesse. Ça, c'est dommage. D'ailleurs, derrière, ça a donné lieu à un mouvement de création de whisky japonais colossal. Il faut savoir que la majorité ne sont même pas faits du whisky japonais. Il y a un peu de whisky japonais, beaucoup de whisky étranger. Et par des gens qui sont des surfeurs de vagues et qui ne racontent pas le whisky japonais, qui le font à l'occidental. Donc ça, moi, je trouve ça dommage. Mais sinon, le vrai grand whisky japonais a cet équilibre structurel démentiel, super élégant, super... c'est vraiment une conceptualisation très différente par rapport aux occidentaux. Et on voit bien que de plus en plus, l'Est nous influence. Dans la restauration, on voit bien que la restauration, avant, il y avait un truc. C'était un dogme, une loi. Tu ne fermenteras point, on ne fermentait pas en cuisine en France. Et avec l'Est qui fermente à tout bout de champ, on amène la fermentation dans les cuisines. Ça amène de l'acidité, ça amène des amers et ça amène de l'umami. Et d'un seul coup, la cuisine française devient marquée comme ça elle devient plus savoureuse que aromatique. Et ça,
il faut jongler parce que pour le vin, ça peut être difficile parfois. Donc les spiritueux peuvent retrouver leur place pour jouer parfois d'un accord. Par exemple, un chef qui va chercher le côté un peu vibrant et intense, le côté herbacé parfois et qui peut être très électrisant de la cuisine du Sichuan, par exemple, avec une petite influence Sichuan. D'un seul coup, pour le vin, ça va être très dur. Peut-être que mettre un gin ou un spiritueux allongé d'eau, mizuwari, comme disent les Japonais, ou sodawari, coupé à l'eau ou coupé à l'eau pétillante, comme disent les Japonais, d'un seul coup, j'ai une expérience aromatique qui tient mieux les saveurs, qui me laisse le palais très clean. Un spiritueux, ça laisse le palais très clean, surtout s'il est blanc. Et c'est une autre façon de raconter la gastronomie, quoi. Puis il y a un lien, hein. Moi j'ai souvent vu aussi la cuisine, le bar, préparer des ingrédients, type les fruits séchés, etc., exactement de la même manière, quoi, passer leur Exactement. commande ensemble. Donc il y a vachement ce lien. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui est très intéressant aussi, quand par rapport aux spiritueux, effectivement, tu parles de saveurs. Il y a énormément de saveurs dans les spiritueux, énormément de saveurs dans les assiettes. Et moi, je faisais des dîners, des wine and food. Enfin, t'as les accords mets vins, t'as les dîners accords mets vins, tout le monde connaît, etc. Tu peux faire de l'accord mets et bière, tu peux faire de l'accord mets et cocktail, tu peux faire de l'accord mets et spiritueux. Et c'est complètement fou tout ce que tu peux en ressortir en termes d'expérience, justement, de par la complexité finalement de tous ces ingrédients qu'il y a dans un seul et même alcool, que tu vas devoir aller marier avec peut-être plusieurs ingrédients qu'il y a dans une sauce ou un plat, etc., quoi. Ouais, puis encore une fois, c'est très accessible parce que, par exemple, le vin, ça reste un produit cher, qui a tous les prix, mais les grands vins sont chers et ils sont souvent limités aussi. C'est-à-dire que ouvrir une bouteille de vin, c'est parfois un engagement quand ce sont des vins rares pour faire goûter. Et aussi, le vin est instable. C'est-à-dire que si jamais je fais goûter à un client un verre d'un grand vin, si je n'ai pas la rotation pour faire les prochains, même s'il existe des techniques, etc., quand même, c'est compliqué. Le spiritueux, il est toujours dispo. Oui, c'est clair. Mettre un tout petit peu de gin, 1 centilitre de gin dans une sauce, c'est moins engageant que d'ouvrir une bouteille de vin pour. On a 4 personnes à une table qui veulent faire un accord saumon avec un spiritueux. 4 centilitres, la bouteille de ce pied-là, je l'ouvre, je la verse, et même si je n'en revends pas pendant 4 semaines, c'est OK. Le vin, c'est pas possible. Alors, moi, j'aime bien ce truc. La France, on a un petit retard sur le vocabulaire de la gastronomie. Les spiritueux peuvent avoir des saveurs, mais c'est assez rare. C'est le monde plutôt des liqueurs, où il y a du sucre, ou des bitters, où il y a de la mer. D'ailleurs, le monde des spiritueux, c'est eux qui ont éduqué le sweet and bitter. Parce que les macérations de plantes médicinales dans l'alcool étaient très amères. Amères pour l'humain, ça veut dire toxique. Donc, on compensait avec du sucre. Et ça a inventé l'appétence des êtres humains pour le sweet and bitter, qui a créé une autre voie qui n'existait pas. Et donc, je peux jouer ça avec les liqueurs ou la fameuse catégorie des bitters ou des vermouths, etc. Ouais. Mais sinon, un spiritueux comme un gin, c'est le monde aromatique sans les saveurs. Très peu l'umami passe très peu, les amers passent très très peu, l'acidité ne passe quasiment pas et le sucre ne passe pas en distillation si on n'en rajoute pas. Par conséquent, quand on a un plat qui joue sur les fameux piliers saveurs sucré, salé, acide, amer, umami, le vin peut avoir par exemple, l'umami peut écraser le koji japonais qui fait beaucoup d'umami, écrase les vins français. Si jamais je mets une eau de vie, soit qui joue l'umami comme le sochu japonais, ou un gin qui lui est neutre, on va dire d'un point de vue de la saveur, l'accord est beaucoup plus facile. Donc c'est là où le spiritueux peut venir contrer ce bouleversement de saveur dans la gastronomie, où le vin a du mal. Voilà. Et avec l'aromatique, la puissance concentrée incroyable aromatique. Exact. Donc du coup, en gros, il ne faut pas dire saveur quand on parle de... C'est ça, c'est pas les gens qui nous parlent de l'éducation, et encore plus des spiritueux et du vin, c'est des gens qui écrivent bien et qui parlent bien, donc ils utilisent des synonymes. Malheureusement, quand on est technique, le synonyme, c'est un piège, parce que saveur n'est absolument pas un synonyme d'arôme. Et quand on conçoit, quand on design de la nourriture, si on se trompe là-dessus, là, on va... c'est comme si on confie les briques et le papier peint quand on fait une maison, quoi. Ça ne va pas tenir comme il faut, la maison. C'est vrai. Et donc, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu milites justement pour que le monde des spiritueux aille vers l'excellence, donc. Donc comme le vin ou la restauration, et grâce au combo éducation, mais aussi critique. Ouais.
Ça, alors, c'est pas de moi, c'est Monsieur Gagnère qui dit ça et il a raison. Il faut qu'il y ait l'éducation, j'éduque les gens et donc ils peuvent comprendre. Et derrière, il faut qu'il y ait quand même un critique qui dise ça c'est juste ou ça ce n'est pas juste. Et dans la cuisine ou le vin où il y a ce combo-là, quelqu'un va savoir ce que c'est qu'un vin déviant. Et dans la gastronomie, maintenant, avec les émissions, quelqu'un va savoir ce que c'est une viande rosée ou une viande qui est en sous-cuisson. C'est pas pareil. Une prise de parti, ou même parfois on peut se jouer un peu quand on maîtrise les codes, on peut aller les bousculer un peu, comme dans l'art. Mais parce qu'il y a des critiques qui disent... Mettre un barème, voilà. quoi, quelque Donc, si part. moi j'apprends, je me réfère à ces gens qui ont de la culture et qui ont de l'histoire et qui ont un savoir-faire d'observation qui me permet de savoir, d'apprendre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. D'ailleurs, je trouve que la critique, elle est encore encore moins négligeable aujourd'hui, de par ce monde où la critique est finalement aussi accessible à toutes et à tous. Dans le sens où tu as TripAdvisor, tu as ce genre de choses où là, c'est monsieur et madame tout le monde qui vont te dire ça, c'était pas bien, ça, c'était pas bon, ça, c'était pas tout ça. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, la place du critique, elle a encore plus sa place finalement. Oui, mais c'est trop démocratique. Moi, je suis pas pour. Par exemple, ça m'arrive de voir un critique ou un magazine qui va dire les 100 meilleurs jeans ou les 30 meilleurs jeans du moment ou un truc comme ça. Ok, mais qui juge de ça, je suis d'accord. Et si c'est un barman qui est un très bon barman, mais qui n'a pas une spécialisation non seulement dans les spiritueux, mais surtout dans la critique, qui est un métier en soi, ça n'a pas de valeur. Si jamais je prends le restaurateur du coin et je dis tiens, en fait, tu vas me dire quels sont les 5 meilleurs vins du monde, est-ce qu'il a une légitimité pour dire ça? C'est quand même important de donner son avis. Et il faut le faire à propos. Et pour l'instant, si dans le vin, je devais dire voilà, je vais avoir des critiques, je ne vais pas prendre un très grand vigneron, je vais prendre un très grand critique parce que c'est un métier. Dans la gastronomie, il existe des critiques spécialistes. Et dans les spiritueux, on en attend. Il n'existe pas encore dans les spiritueux. Non, il y a quelques critiques, mais qui revendiquent. Alors, soit il y en a certains qui revendiquent beaucoup leur goût personnel, mais des gens qui amènent ça de manière avec une rigueur. On aime ou on déteste, mais par cœur, amener dans le vin une rigueur comme ça, une vision. Donc c'était le goût par cœur, mais cadré par une structure de critique. Il y a eu d'autres critiques qui sont forgés leur style, leurs églises, on pourrait dire, mais ils ont un référentiel et on peut les comprendre. Je choisis mon critique en fonction de mes goûts. Néanmoins, dans les spiritueux, les gens qui prennent la parole, souvent, n'ont pas de... Je ne peux pas dire j'aime ou j'aime pas. S'il y a 2 whiskies différents, par exemple, si j'aime pas la tourbe, je ne vais pas dire qu'un whisky tourbé n'est pas bon. C'est pas mon goût, mais je dois le juger avec honnêteté par rapport à la tourbe. Et qu'est-ce qui fait qu'un whisky est différent d'un autre? Déjà, pas grand monde est capable de répondre à cette question. 2 Speyside de 12 ans, quelle est leur différence? Souvent, les gens reviennent à soit au marketing ou pire, avec la barrique, on a l'impression que c'est tout dans le whisky. Non, c'est pas tout dans le whisky, heureusement. C'est clair. Et là, justement, tu parles de ça. Moi, par exemple, je suis une grande amatrice de rhum. Et comment tu jugerais justement le rhum? Moi, j'ai un peu ce truc-là de me dire, il y a le rhum, le vrai rhum, donc les bonnes bouteilles, pour moi, le rhum sec, l'alcool sec, etc. Et il y a des rhums comme, je crois que c'est le Kraken, ou ce genre de choses où moi, je trouve que ce n'est pas du rhum. Alors c'est vrai, ça c'est pas du rhum, c'est des spice rum. On n'a même pas le droit de les appeler rhum. Le rhum était un vrai fatras et c'est cadré un petit peu en termes de règles, etc. Mais le rhum, le Kraken par exemple, ou d'autres spice rum, ne respectent pas le cadre du rhum. Mais après, par contre, il y a un particulier, un restaurateur peut dire le vrai rhum, c'est par exemple le jamaïcain ou le cubain ou le guatémaltèque, et ça pour moi c'est pas du rhum, il peut le dire, mais un critique ne peut pas. Parce que si je juge un rhum cubain, un guatémaltèque et un rhum agricole français, donc là je prends les 3 AOC existantes sur le rhum, c'est des produits diamétralement opposés, très différents, mais qui dans leur cadre ont le droit à l'excellence. Si moi j'aime pas le rhum latino, gourmand, charnu, etc., et éventuellement édulcoré, d'accord, grand bien m'en fasse, mais ça n'empêche que c'est une culture, que c'est un style. J'ai pas le droit de dire que ce n'est pas du rhum. Et donc c'est pour ça qu'un guide doit avoir une grille de lecture qu'il s'est constituée. Il doit avoir appris à aimer toutes les chapelles pour les juger finalement. C'est vrai. C'est important. Et ça, on l'a pas.
Totalement. On n'a même pas ce semblant de... Il y a peu de gens qui sont capables de dire voilà le style cubain, voilà le style latino, voilà le style français. Mais ça, pour toi, même dans les écoles, par exemple, de bar, Non, ils il n'apprennent pas. n'y a pas de prof. Où irait-il chercher un prof? Donc ils s'en remettent à des discours qui sont des discours marketing. Il y a un vrai problème d'information. Aussi, souvent, c'est devenu des grands groupes et qui font très bien leur job, mais il y a des archives, il n'y a plus personne pour vraiment comprendre et lire les archives. Ce sont des gens qui sont des gens du marketing, qui ne comprennent pas entre deux petites techniques. C'est un peu comme si il y avait quelqu'un qui parlait d'un chef et le chef dit je vais couper en brunoise de telle taille. Est-ce que cette taille est juste un élément esthétique ou est-ce que c'est un élément capital dans la dynamique de cuisson derrière? Un chef va pouvoir comprendre et tantôt dire on s'en fout de la taille de la brunoise, tantôt dire elle est capitale. Parce que lui, il comprend l'impact technique qu'il va y avoir derrière. Si c'est quelqu'un du marketing, il va prendre le truc qu'il trouve plus sexy, il va prendre le mot qu'il trouve le plus sexy, et à la fin, ça ne veut plus rien dire d'un point de vue technique. Donc, ils prennent ça, ils le rebalancent en tant qu'information, alors que ce n'est pas de l'information. C'est une vision marketing d'un mode de production écrit par quelqu'un qui ne le comprend pas. Et ça devient la base d'éducation. C'est un problème. C'est clair. C'est-à-dire qu'il faut former des gens. Je fais partie d'un petit truc là, donc je le fais avec Liquid Sunshine et aussi à travers un programme avec la bière Fabrique. On forme des gens qui sont des porteurs de projets. C'est drôle, c'est qu'on voit qu'il y a moins de 10% des gens qui repartent en disant je vais transformer mon projet. La majorité se disent non, en fait, je veux aller dans un métier que je ne maîtrise pas et qui est un vrai métier. Par contre, il y en a qui commencent à se dire peut-être que je peux être ambassadeur, peut-être que je peux être à mon tour formateur un jour. Et l'idée, c'est qu'il y en a qui, du coup, aillent voir les textes, les critiquer, les regarder avec un regard critique, se renseigner un peu plus, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui va avoir une passion et un savoir-faire dans l'éducation, devenir un super prof professionnel à temps plein, ou un autre dans le critique. Ça, c'est un peu notre ambition. On espère qu'avec les réseaux sociaux et tout, ça ira très vite. Malheureusement, souvent, ça prend un peu de temps, quoi. C'est vrai. Mais du coup, toi, tu ne serais pas critique? Non, parce que j'ai beaucoup de respect pour ça. Déjà, je fais trop de choses. C'est vrai que tu fais beaucoup de choses quand même. Alors, je suis consultant. Je goûte quotidiennement, quasiment, je goûte des spiritueux. Je goûte beaucoup d'eau de vie chaque semaine avec une lecture. Maintenant, je me force à noter ce que je déteste faire et ce que je refusais de faire avant. Pour prendre comme il y a un écrivain, pour jouer sa peau, quoi. Ouais. Et puis pour dire, ok, je prends un parti par ça. Et donc, je commence à noter, mais c'est pour moi, pour ma lecture, pour quand je fais de l'éducation, quand je sélectionne pour mes épiceries. Mais si je devais le faire honnêtement comme un guide, alors là, il faudrait que j'y passe beaucoup plus de temps et que je justifie plus de mes choix. Et j'ai pas le temps de le faire. J'arrête pas d'ennuyer tout le monde en disant qu'il en faut un. Et j'essaie d'en voir de temps en temps. Dès qu'il y a un journaliste qui est un peu cool, j'essaie de l'embarquer là-dedans. Mais moi, je me sens pas... c'est quand même un truc avec des gens qui aiment l'observation. Moi, je suis plutôt un joueur qu'un observateur, quoi. Ok. Et d'ailleurs, vu que tu fais beaucoup de choses, tu es aussi régulièrement à Cuba. Tu m'as dit que tu avais un lien fort aussi avec Cuba. Tu crées tes alcools là-bas, c'est ça? Alors, plus que mes alcools, je travaille pour le gouvernement cubain. Et donc, on a créé un gin dans lequel je suis associé. Mais le gin de Cuba, donc c'est notre responsabilité. C'est un gin qui doit... c'était pas raconter ce que j'ai envie de montrer à Cuba. C'est raconter Cuba. Et l'enjeu très fort, c'était qu'un peuple qui n'a pas de culture du gin tonic, c'est le monde du rhum, Pas du tout, ouais, c'est clair. se dise que c'était leur rhum, que c'était pas mon rhum, que c'est le leur, le rhum évident de Cuba. Et on a réussi ce pari avec des partenaires, des vignerons bourguignons et un partenaire à Cuba et le gouvernement cubain. Et donc ça, c'était très cool. On a créé, il y avait Fidel Castro avait un fantasme du whisky cubain et ça n'a pas marché. Et on l'a fait, il n'est plus là, mais on l'a fait. On a fait le premier single malt de l'histoire de Cuba. Okay. Et les gens du pays sont très contents de goûter le single malt cubain. Voilà, c'est une aventure on montre une autre culture, aussi être capable justement d'être un designer, de pas dire je fais du gin comme j'en fais partout dans le monde. Si je travaille comme consultant au Japon ou à Cuba, bien sûr que j'ai pas du tout les mêmes codes, j'ai pas envie de raconter les mêmes histoires et j'ai pas envie d'emmener les gens dans les mêmes aventures, quoi. C'est ça où ce monde doit devenir un monde qui est un mode d'expression. La cuisine, un chef me raconte ce qu'il a dans les tripes, un vigneron me raconte ce qu'il a dans les tripes. J'aimerais bien le sentir un peu plus dans les spiritueux, quoi.
Et ça va venir. Ça En va tout cas, venir. grâce à toi, là, ça va venir. Ah, Ça ne grâce peut à que de venir. toute une génération, j'espère. C'est clair. Mais et moi, il y a une phrase qui m'a marqué aussi, que tu nous as dit, qui m'a fait beaucoup rire au CIRA, où tu nous as raconté que tu étais allé chez le médecin et que le médecin t'avait demandé si tu buvais de l'alcool et que tu lui avais répondu tous les jours que Dieu fait. Ouais, pour moi, c'est un... Et alors, pour le coup, je suis jamais ivre. Personne, pas parce que je tiens l'alcool, mais je compte, je fais attention à ce que je bois. Parce que pour moi, c'est dès qu'il y a l'ivresse, ce n'est plus mon monde. Je peux comprendre que ça attire. Alors déjà, c'est tant mieux que je ne sois pas fasciné par ce monde-là, sinon je serais mort. Mais pour moi, ça peut paraître bizarre. Moi, je veux pas rester longtemps sans goûter des spiritueux. C'est comme, je pense que les gens me comprendront mieux en disant, si on leur disait, tu n'écouteras plus de musique pendant 3 mois, il y a plein de gens qui se sentiraient ternes, qui C'est il leur clair. manquerait un truc dans leur vie. Moi, goûter des choses, goûter des, en général goûter. Si je me balade, je suis très souvent malade quand je me balade dans la nature parce que je goûte tout. Je suis fini par être malade, bien entendu, parce que tout n'est pas comestible. Mais c'est des expériences qui sont trop classe. Et les spiritueux, pour moi, c'est comme regarder des. J'ai la chance à Paris, je peux aller quand même souvent au musée, etc. Mais regarder des statues, regarder des tableaux, même si on les a déjà vus, se dire que ils nous rendent comme minuscules et transparents, quoi. Comment quelqu'un qui a mis de la couleur sur une toile peut faire un truc qui fasse que tout disparaît, etc. C'est assez bouleversant. Et dans les spiritueux, moi, hier, j'ai goûté avec quelqu'un, je voulais lui montrer l'idée du temps, de l'éternité des spiritueux. J'ai goûté à un spiritueux, une eau de vie qui vient de chez Comte de Vaugué, qui a dû être distillée dans les années 1870, qui a dû faire à peu près une vingtaine d'années de barrique, et qui après, gentiment, s'est patiné en bouteille. C'est complètement dingue. Et la bouteille avait encore une sorte de jeunesse, et en même temps une petite patine. Voilà, ça, c'est des trucs qui me bouleversent. Juste après, on a goûté des eaux de vie que je distille en Bourgogne, où le gars qui n'avait jamais goûté ça reconnaissait la différence entre deux crus de Meursault, entre Meursault Claude Labarre et Meursault Charme, qui a un niveau de précision dans le vin qui n'est pas si simple finalement. Et voilà, tout ça, c'est bouleversant. C'est ça que moi, j'ai envie d'expérimenter tout le temps. Et c'est vrai que j'ai dans mon bureau un bar avec des bouteilles de dingue et quelqu'un vient, je peux dire, ok, goûte, c'est un demi-centilitre, la bouteille parfois vaut plusieurs milliers d'euros, etc. On s'en fout, elle est ouverte. Et objectivement, le demi-centilitre coûte pas très cher. C'est comme si C'est je vrai. vais offert un pain au chocolat dans la rue, quoi. C'est OK. C'est clair. C'est génial. Tu vois, je me retrouve un peu à ce coin du bar du Syrah. Tu me fascines quand tu parles. En plus, tu as une approche. Tu as beaucoup de termes artistiques. C'est passionnant, la façon dont tu le J'aimerais fais. ça qu'on ait... Ah, mais c'est clair, c'est clair. Mais pareil, hein, je suis du même avis. Et d'ailleurs, moi, c'est une question que je suis contente d'échanger avec toi. J'ai pas envie de dire en live parce qu'on n'est pas en live, mais disons que j'avais un peu cette sensation aussi. Moi, j'aimais bien. Je pensais que le spiritueux, tu vois, ça en disait long aussi, la culture du spiritueux, là d'où il vient. Par exemple, la vodka, culture un peu côté russe, etc. Le fait que ce soit un alcool froid, un alcool chaud, ça te montrait aussi un petit peu le côté, pas forcément dans l'ivresse, mais au niveau des personnalités des personnes aussi, voire même au niveau de leur danse. Si tu regardes, tu vois, le rhum et tout ça, tout ce qui est danse latine, en Russie, la vodka, est-ce que tu penses qu'il y a un rapport par rapport à ça, justement, au niveau de la vibration, au niveau de tout ça, des sols, Ah, par rapport à j'adore tout que ce tu qui dises se ça. passe? J'adore vraiment que tu dis ça parce que pour moi, c'est quand je forme des gens, etc., je leur dis toujours, avant d'essayer de comprendre un spiritueux, comprenez la culture d'où il vient. C'est une expression populaire du rythme d'un pays. Par exemple, si on me dit, tu vas goûter des spiritueux américains, je ne m'attends pas à ce que ça soit fin, délicat et subtil. C'est clair. Ça va être puissant, cool et efficace. Leur nourriture, c'est les hamburgers. Tout le monde adore les hamburgers. On se régale avec un hamburger, mais on va jamais choper 3 étoiles au Michelin. C'est de la comfort food. Leur cinéma, c'est les Avengers. Leur voiture, c'est des muscle cars. Donc, bien sûr, si j'ai un spiritueux, ça va être un truc un peu canaille, un peu puissant, mais cool, efficace et impactant, quoi. Par contre, effectivement, si je m'attends à un spiritueux français, attention aux producteurs français. Les gens disent qu'on est les rois du chichi. Ils disent, on en fait des tonnes. J'ai parlé devant des Mexicains il n'y a pas longtemps de tequila. Ils disaient, vous les Français, vous mettez tellement de chichi dans tout. Mais ils aimaient bien. Et pourquoi on changerait? On est comme ça. C'est clair. Si je veux comprendre, par exemple, la vodka, qui est à la fois le monde de la neutralité, donc trouver les subtilités. Mais par exemple, une vodka russe, normalement, on a le droit au sucre dans la vodka un peu édulcoré. Et une vodka russe, ça va être plutôt un alcool
plutôt brutal et costaud, et en même temps adouci par du sucre. Ce côté un peu baroque de la Russie qui peut éteindre et mettre un coup de poing dans la figure en même temps. C'est un peu ça la vodka russe. Les Polonais sont plus doux. C'est une vodka qui est plus douce, qui est plus enveloppante. Les Scandinaves, ils ont un côté germanique avec une vodka Deutsche Qualität, tac tac comme ça. Mais on comprend les gens. Quand le rhum cubain ou le rhum latino, bien sûr qu'ils ont tendance à édulcorer. Ils sont sucrés eux-mêmes. C'est Quoi, je veux dire. du sucre. Voilà. Et c'est des gens qui aussi, dans leur vie de tous les jours, étaient connectés à des fruits plus sucrés. Pas la canne à sucre, Ouais, ça venait pas de là historiquement, mais leur vie était plus sucrée que la nôtre. Par exemple, les Chinois, moi j'ai été bouleversé par la Chine, multiple, mais par exemple le Mao Tai ou les Baijiu que les Français adorent détester parce que ça peut sentir le vomi de bébé un peu, mais ce côté butyrique fait partie de leur gastronomie. Et si on ne fait pas attention d'aller comprendre leur tonalité, jamais on comprendra les Chinois et leur... et d'ailleurs, c'est assez drôle quand on. Moi, j'aime bien ce truc quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Normalement, on lui donne à manger ce que je mange. Partageons de la nourriture et on se comprendra même si on n'est pas capable de parler. C'est assez drôle, ça. C'est vrai, tu as beaucoup de sens culturel dans les goûts, Ouais. dans les arômes, du coup, aussi. Ouais, je te dis, j'avais vraiment cette sensation que même, c'était au niveau de la danse, moi qui aime bien, tu vois, la musique, la danse, moi, j'entends etc. pas ça, mais... Moi, je me disais, putain, mais c'est fou parce que quand tu vois quelqu'un un peu justement ivre quelque part avec le rhum ou quoi, c'est vraiment chaleureux, ça danse, c'est la salsa, c'est des danses très chaleureuses. Après, j'observais un peu justement ceux qui étaient un peu ivres à la vodka ou au whisky, enfin, ayant travaillé dans ces environnements-là aussi. Malheureusement, il y a l'ivresse. Et tu vois quand même beaucoup de comportements différents en fonction des alcools aussi. Et les danses elles-mêmes. Vont avec, ouais. Les Et danses c'est elles-mêmes vont assez avec. génial, ça, c'est... Ouais. La sensibilité que mettent les pays dans leur aromatique, c'est lié quoi, ce qu'on met dans notre corps, c'est quand même C'est clair. quelque chose qui nous constitue. Les spiritueux, c'est encore une fois quelque chose qui voyage, qui se transporte, qui s'ouvre, qui se Ouais. partage. C'est assez dingue. Et il y a un truc à faire là-dessus. C'est clair. La vibration. Maintenant, on parle beaucoup d'énergie dans ce qu'on fait. L'énergie du vin, du liquide doit être en cohérence. Ou même, ça peut être en complète opposition parfois. Se dire, pourquoi pas, je vais mettre un truc, un spiritueux latino sur une gastronomie japonaise. Pourquoi Carrément, pas? c'est Mais il faut génial. que ça soit une prise de parti. C'est vrai. Et on comprend, quand on fait ça, quand on va voir les pays du point de vue culturel, moi j'ai beaucoup appris sur l'eau au Japon. C'est le peuple de l'eau. Mais pourquoi c'est le peuple de l'eau? Parce que l'eau chez eux n'est pas comme chez nous, quoi. C'est un pays qui est comme ça. L'eau est toujours chargée d'énormément d'énergie. Quand on comprend le rapport qu'ils ont au charbon, le rapport qu'ils ont à la cuisson au feu, c'est pas le même. Et quand on fait ça, on peut... après, on devient plus... on a plus de langue dans son vocabulaire culinaire. Quoi, on peut designer différemment. D'où l'intérêt que le monde de la cuisine et de la sommellerie s'ouvre un petit peu à cet outil qui est au fond de la boîte, qui est génial, et que pour l'instant, ils n'ont même pas trop regardé. Quoi. Ils sont à 1% de tout le potentiel qu'il peut y avoir de ce côté-là. Ils en ont sous le pied et c'est génial. C'est clair. Ils ont besoin de se réinventer tout le temps, ils ont besoin de balader les gens, de les faire vibrer. Là, ils ont une caisse à outils avec les spiritueux qui est assez dingue. Tout à fait. Et là, du coup, toi, tu as combien de références là, la boutique comment elle se gère, cette boutique? Alors ça, c'est plus un showroom. C'est le showroom de la distillerie de Paris qui a été trop longtemps mon terrain de jeu. La distillerie de Paris, moi, je l'ai vraiment vécu comme... alors déjà, il faut savoir, c'est la première distillerie légale à Paris. C'était interdit de distiller à Paris. J'ai mis 5 ans à obtenir une dérogation. Maintenant, il y a quelques autres distilleries, 4, mais elles reposent sur mon statut dérogatoire. C'est hyper récent parce que c'est en 2015 en plus. Ouais. Et donc, j'ai bataillé de 2010 à 2015 pour avoir le droit. Et pour moi, l'idée, c'était, je vais parler au monde en étant inspiré par le monde. C'est pour ça que je voulais être à Paris. Je voulais une sorte d'anti-terroir. Et cette boutique, par hasard, j'ai rencontré un designer japonais incroyable qui s'appelle Ogata, Shinichiro Ogata, qui a une boutique dans le Marais dingue et des lieux que j'adorais au Japon. Pas parce qu'ils étaient magnifiques, mais parce que je me sentais très bien dedans. Et donc, sur un bout de crayon comme ça, un bout de papier, pardon, il m'a dessiné cette boutique qui est finalement la première réalisation d'Ogata en France avant sa boutique à lui. Et avec ses codes très forts, le cuivre, le bois, le minéral, mais qui sont aussi mes codes. Le cuivre, c'est le matériau du distillateur. Le bois, c'est ce qui permet de faire l'élevage, mais aussi chauffer l'alambic, etc. Et puis le minéral, même si le monde de la distillation ne prend pas le minéral, mais il y a cette tension comme ça, cette pureté qui fait presque cristalline.
Donc c'était très cohérent. Tu me parlais de la lumière aussi. Ouais, alors la lumière, tout le monde me disait pour le spiritueux et le parfum, il faut des lumières qui claquent. Là, bon, il y a les lumières du tournage, mais normalement, c'est une lumière très douce. Sur l'image de Tanezaki, qui est un penseur japonais, de éloge de l'ombre. Les Asiatiques n'aiment pas les... Si on prend par exemple la laque japonaise, on peut trouver ça un peu criard en France. Si on la voit dans la lumière d'un temple japonais, c'est d'une beauté sans nom. Parce que elle ne reflète pas comme ça de manière arrogante avec toutes ces lumières. Mais par contre, avec la lumière qui est jamais directe dans un temple japonais ou dans une maison traditionnelle, elle a une sorte de pureté, de puissance magnifique. Voilà, donc les bouteilles vivaient mieux, moi je trouvais, dans cet univers-là. Et j'aimais bien cette tonalité qui était assez cool. Carrément. Tout est cool dans ce que tu fais, j'ai l'impression. Puis alors en plus, petit... Alors ça, c'est notre 10e anniversaire. Nous, on était ravis de voir la petite bouteille Tometto en arrivant. Ça, c'est Artispirit, qui étaient aussi nos voisins à Lyon. Je les ai beaucoup rencontrés, je les connaissais d'avant, mais à Lyon. Et comme c'est notre 10e anniversaire, la Distillerie de Paris, en 2015-2025, pendant toute cette année, je vais inviter des gens qui ouvrent des... Par exemple, eux, ils ouvrent quelque chose qui m'intéresse sur le monde d'une liqueur accessible, qui brouille un peu les pistes et qui, avec même des packaging un peu plus... qui ouvrent d'autres gens. Donc ça m'intéresse. Avant, on a eu Cravant, le génial Franck Audou, qui faisait des cocktails de niche dans peut-être le plus beau bar de Paris, mais où pas grand monde allait. Et avec LVMH, ils ont fait un lieu dingue dans le quartier latin et ils ont fait des cocktails en bouteille. Donc ils sont venus ici avant. Après, on aura Rob, qui est un gars qui a fait des aventures incroyables comme le Silencio, qui était un lieu dingue de la nuit parisienne et du cinéma français, du cinéma mondial, puisque beaucoup de présentations en France avaient lieu au Silencio. Et il va venir avec ses kombucha. On a fait une collab, là, c'est un niveau dingue avec Saint-Louis. On a designé des verres pour Saint-Louis avec des gens qui manipulent le cristal et qui donnent aussi l'éternité à la matière, comme nous. Et là, on a designé des verres à spiritueux qui sont dingues, mais avec des gens qui les font un par un. Leurs mains ont une intelligence, là pour le coup, l'intelligence de la main, on comprend ce que ça veut dire. On va faire un truc avec Givaudan autour du parfum. Voilà, c'est 10 ans pour remercier, pour dire ok, on n'a pas fini de parler, et pour saluer notre communauté, notre expérience. C'est génial. Alors là, tu viens de me dire intelligence de la main. J'ai envie qu'on rentre dans un sujet encore complètement à part, mais bon, on va pas pouvoir s'étaler. Mais en tout cas, tu vois, là, tu me fais repenser à ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux surfeurs et aux fabricants. Enfin, voilà. Et je trouve que justement, c'est intéressant qu'aujourd'hui, le monde du fabricant et le monde du marketing, quelque part, se rencontrent. Parce que c'est sexy une bouteille, c'est sexy un packaging, c'est sexy un... Et moi-même qui suis tout autant dans le goût que dans les apparences, on aime ce qui est beau, ce qui est bon, la communauté bobo justement. Je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait plus de cohérence peut-être entre justement ce marketing. Mais nous, dans les spiritueux, on peut dire... Est-ce qu'il y a dedans, quoi? Est-ce qu'il y a dedans? Les spiritueux, on peut dire que les packaging, on trouve un peu ce qu'on veut. Il y a des belles choses quand même. Il y a même des agences magiques qui font les succès de marque quasiment à 100%, ce qui est rare. Mais néanmoins, pour revenir juste sur l'intelligence de la main, nous, on ne l'a pas autorisé. Moi, il y a un concours qui s'appelle l'intelligence de la main par la Fondation Bettencourt. Et moi, j'ai voulu postuler. Et donc, et sur ce que je faisais en Bourgogne, que je trouvais incroyable, quoi. Ça aurait été génial. Et en fait, quand j'ai voulu, je rentrais dans aucune case. Alors, j'ai essayé de tricher, je me suis mis dans architecte. Et à la fin, ils ont dit, bah non, non, c'est pas architecte, mon gars. Et donc, je me suis fait écarter. Et je trouvais ça terrible parce que on dit en bref à mon métier, toi, tu n'as pas le droit à l'excellence. Tu n'as pas le droit de revendiquer l'intelligence de la main. C'est terrible. C'est terrible. C'est fou ça. Et en tout cas, t'es arrivé dans quelle émotion quand t'es arrivé à ce podcast-là aujourd'hui? J'ai toujours... pour moi, j'adore le format podcast et je trouve que c'est comme une rencontre. Et d'ailleurs, je le fais en vrai maintenant. Je demande à des gens, est-ce qu'on peut s'appeler une demi-heure ou est-ce qu'on peut se voir une demi-heure, mais pour parler d'un sujet? Et je trouve ça terriblement enrichissant. Et j'avoue que parler de spiritueux, encore, c'est mon côté prêcheur un peu. Dès qu'on me donne une audience pour en parler, j'ai envie de dire, allez, venez, quoi, c'est cool, et allons chercher l'excellence ensemble. Allons-y. Et du coup, après avoir justement autant parlé de spiritueux là, pendant ce podcast, finalement, tu es arrivé avec cette émotion. Comment t'en repars? J'ai l'impression... une émotion différente entre le avant et le Je suis super excité après,
parce que ça donne une responsabilité quand on interpelle les gens en disant les restaurateurs, faites attention au monde liquide, faites attention aux spiritueux, les gens qui veulent s'y intéresser, allez chercher l'excellence. Nous, derrière, quand on repart, on dit ok, il faut y aller, ça donne une énergie, on a une obligation de mettre ses tripes sur la table, d'être encore plus exigeant, encore plus dynamique. Bosser plus, ça va être dur parce qu'on est quand même pas loin du taquet, mais en tout cas, avec plus d'intensité. Si tu avais une dernière chose à dire, du coup, pour clôturer. Explorer le monde des spiritueux, c'est vraiment incroyable. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Vraiment. Faudra pas hésiter en tout cas à venir au showroom, c'est ça? Oui, c'est un showroom, ouais. 60 rue Faubourg Saint-Denis. Ouais. Et vraiment, en tout cas, tu es une personne... Enfin, moi, je pourrais rester... Ce podcast, il reste 10 minutes de batterie sur les caméras, mais je pourrais y rester toute la journée, quoi. Ah, c'est super gentil. Non, j'espère que les gens auront envie de venir explorer ce monde-là, quoi. Mais carrément, j'en doute pas une seule seconde. Merci beaucoup. En tout cas, merci.